20h sur TFM, mesdames, messieurs, l'actualité. Délit d'apologie du terrorisme. Le jeune Sayer Kébé, acquitté ce matin par la chambre criminelle. Le jeune homme est toutefois condamné à 3 mois avec sursis pour menace terroriste. Acquittement synonyme de joie au quartier Diamaguène de Mbour où sa grand-mère a fondu en larmes. Grogne des étudiants de l'université Gaston Berger qui ont bloqué pendant un bon moment la route nationale numéro 2. Ils dénoncent le non-respect des engagements pris par les autorités et des problèmes d'assainissement dans leur campus universitaire. La hausse probable du prix du pain agité par la Fédération des boulangers du Sénégal SEMI, l'inquiétude chez les consommateurs qui interpellent les autorités. Le chef du service régional du commerce, pour sa part, précise que le format de référence vendu à 150 francs doit obligatoirement figurer dans le marché. La presse sénégalaise endeuillée ce mercredi par le rappel à Dieu du doyen Momar Seni Ndiaye, un homme d'une expérience inégalée qui laisse derrière lui une presse orpheline. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue, bonsoir à tous. Après 4 ans de détention, Sayer Kébé recouvre la liberté. Le jeune élève est acquitté du délit d'apologie du terrorisme, mais condamné à 3 mois de sursis pour menace. Sa défense dénonce une fois de plus la longue détention préventive dont son client a fait l'objet. Elle demande au gouvernement de revoir le système judiciaire du pays. Le verdict a été rendu ce matin au palais de justice. Cheikh Diop. Une satisfaction pour ses avocats, pour sa famille aussi. Après 4 ans de détention, le verdict est enfin tombé. Sayer Kébé, condamné à 3 mois avec sursis pour menace, est acquitté pour le délit d'apologie. Depuis plusieurs semaines, nous avons mené un combat devant la chambre criminelle pour démontrer que le jeune Sayer Kébé n'était pas un terroriste. Et la chambre criminelle nous a suivis en l'acquittant des 2 chefs, n'est-ce pas, d'infractions terroristes pour lesquelles il était suivi. Il a été acquitté pour le délit d'apologie du terrorisme. Il a été acquitté pour les actes de terrorisme. Donc nous nous en félicitons. Les longues détentions restent une équation aux yeux des autorités judiciaires suffisant pour que les acteurs demandent une prise en compte sérieuse. Aujourd'hui, si M. Kébé, le jeune, n'était pas détenu depuis 4 ans, il aurait déjà obtenu son master. C'est un gâchis. Je pense que nos forces de sécurité doivent revoir leur démarche en matière terroriste. On ne peut pas dans ce pays pour un oui, pour un non, qu'on arrête des citoyens pour terrorisme, alors qu'il n'y a pas de preuves, qu'il n'y a pas de charge suffisante. C'est des arrestations. Au-delà de la satisfaction de la famille, son père demande une indemnisation pour réparer le préjudice. Sayer est enfin libre. Ce jeune bourrois est impatient de retrouver sa famille et ses amis. Et puis sachez également que l'imam Dianko, poursuivi pour acte terroriste, association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté de l'État, a lui aussi été acquitté de ses chefs d'inculpation. Joie et larmes de bonheur au quartier Diamaguène à Mbour après la libération du jeune Sayer Kébé. Un acquittement qui sonne comme une résurrection pour la grand-mère du jeune homme à Mbour. La correspondance d'Abdourahmane Diallo. Nous sommes au quartier Diamaguène de Mbour. C'est dans cette localité que réside la famille de Sayer Kébé. Amis, parents, voisins, tous se sont donné rendez-vous au domicile familial. Après l'annonce de la libération de Sayer, la famille est soulagée. Je suis très contente. Je remercie tout le monde. J'ai pleuré toute la nuit. Là, j'ai même mal à la tête. Hier, j'ai pas dormi. J'ai prié toute la nuit. Je sais que mon petit-fils n'a rien fait. Sa place est à l'école, non en prison. Je demande aux autorités de l'aider afin qu'il puisse retrouver ses forces. Franchement, je prie pour tout le monde. N'empêche, elle se souvient du jour où on avait arrêté Sayer Kébé. La police a fouillé sa chambre, elle n'a rien trouvé, même pas un couteau. D'ailleurs, l'un des policiers disait que le gamin est un innocent. N'empêche, ils l'ont embarqué. Je suis parti au commissariat de Mbour, mais on m'a dit que Sayer est transféré à Dakar. C'est par la suite que j'ai appelé ses oncles et on s'est retrouvé à Dakar. Et durant ces 4 ans, j'ai effectué des va-et-vient. Le jeune lycéen était accusé d'apologie du terrorisme. Sayer Kébé a passé plus de 4 ans en prison.
Indemnisation des détenus blanchis. Maître Ousmane Seydi saluait une décision prise depuis 2 ans. L'avocat s'indigne toutefois contre les longues détentions préventives et demande aux autorités de prendre les décisions idoines pour mettre fin à cette situation. Nous l'écoutons. Il est interrogé par Thierry Bardiaye. J'avais proposé l'institution du juge de la liberté, diminuer les pouvoirs du procureur de la République. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que le procureur de la République a le pouvoir, dès le transfèrement des suspects venant de la police ou de la gendarmerie, avant que ces suspects ne soient jugés, il décède un mandat de dépôt contre eux. Ces personnes qui ne sont pas condamnées sont envoyées en prison et des fois restent des mois sans être jugées. Depuis 2 ans, on a modifié quand même la loi organique sur la Cour suprême et on a créé une chambre d'indemnisation des victimes de longue détention au niveau de la Cour suprême. Il y a une chambre d'indemnisation qui a été créée. Si la personne, au cours de l'information, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, cette personne peut saisir la chambre pour que l'État l'indemnise. Si la personne a été jugée, relaxée ou acquittée définitivement, si la décision est devenue définitive, dans les 6 mois, la personne peut saisir cette chambre d'indemnisation qui se situe au niveau de la Cour suprême et la chambre fonctionne très bien avec un magistrat et 2 assesseurs. Je vous le disais en titre, mouvement d'humeur à Saint-Louis avec les étudiants de l'université Gaston Berger qui ont barré la route pendant un bon moment. C'était pour dénoncer le non-respect des engagements pris par les autorités, mais également des problèmes d'assainissement dans leur campus universitaire. Une réunion de crise s'est tenue pour apporter des solutions d'urgence aux multiples revendications estudiantines. Ousseynou Diop. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants ont bloqué la route nationale numéro 2 pendant des heures, mais c'est sans compter avec la détermination des forces de l'ordre qui ont finalement poussé les pensionnaires de Sanar à se retirer et à regagner le campus social. Le face-à-face entre les deux parties a duré une demi-heure. Devant la grande porte, les étudiants ont jeté de grosses pierres sur les éléments de la gendarmerie nationale et ces derniers ont riposté avec des grenades lacrymogènes. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, la coordination des étudiants dénonce le non-respect des engagements pris par les autorités et les problèmes liés à l'assainissement dans le campus. Les étudiants de l'UGB veulent aussi que les autorités prennent des mesures importantes pour respecter tous les accords et engagements pris par le gouvernement. La CSL dénonce le non-respect des engagements pris par le chef de l'État Macky Sall au Palais de la République dans l'affaire Falocène, mais aussi le retard de l'acquisition de nouveaux bus, l'ouverture d'un 3e restaurant et la question liée à l'assainissement et le relèvement du plateau technique du centre médico-social. Pour ces étudiants, l'université vit des moments difficiles avec son lot de problèmes. Ce mercredi, après avoir barré la route nationale numéro 2 et l'intervention musclée des forces de l'ordre, ils ont versé de l'eau usée dans le bureau du recteur. Une situation mal appréciée par les autorités universitaires qui ont tenu en urgence une réunion de crise afin que les responsabilités soient situées et que des solutions d'urgence soient trouvées pour éviter le syndrome Falocène. Mais les étudiants, eux, sont formels. Ils ont décrété des journées sans ticket et réclament la satisfaction de toutes les doléances posées sur la table des autorités de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ousseynou Diop, le Sénégal vers une augmentation du prix du pain. La Fédération des boulangers du Sénégal n'exclut pas une hausse dans les jours, voire semaines à venir. Une situation qui sème déjà l'inquiétude chez les populations qui interpellent l'État. Des populations qui profitent également de l'occasion pour inviter les boulangers au respect des normes d'hygiène. Koumba Amatlo. Depuis quelques jours, une augmentation du prix du pain est annoncée par la Fédération nationale des boulangers du Sénégal. 250, la baguette risque de passer à 200 francs. Une situation qui commence à inquiéter les consommateurs. Choquant, parce que du moment qu'on augmente le pain, ça va vraiment se ressentir sur le panier de la ménagère et sur l'économie des pauvres gens qui se réveillent tôt le matin et qui vont chercher de quoi nourrir leur famille. Ça va être un peu difficile quand même de joindre les deux bouts. Ça ne m'arrange pas du tout. Moi toute seule, je consomme presque une baguette. Toutefois, d'autres alternatives sont envisagées en cas de hausse. L'autre alternative, c'est retourner à la tradition, c'est-à-dire voir le mil, le blé, tout ça, parce que je pense même ça serait du bien, ça serait bien qu'on retourne un peu à la tradition, parce que ça, c'est plus économique et c'est plus riche encore. Il faut retourner à la consommation locale. Il n'y a pas mieux que les céréales pour commencer la journée.
Le pain, une denrée qui pose d'énormes problèmes quant au respect des normes d'hygiène. On doit vraiment revoir la qualité du pain parce que l'hygiène pose problème et tout ce qu'on consomme doit vraiment être sain. On doit consommer quelque chose de bien pour la santé et on apporte comme ça le pain dans les boulangeries, on ne sait pas comment ça s'est fait, comme ce qui s'est passé, on donne les gens ça à manger, vraiment c'est un peu désolant. À moins d'un mois du Ramadan, ces populations espèrent qu'une solution sera vite trouvée afin de leur faciliter la rupture du jeûne. Et puis concernant cette hausse probable, le chef du service régional du commerce de Dakar précise que le format de référence vendu à 150 francs doit obligatoirement figurer sur le marché. Oumar Diallo annonce par ailleurs une rencontre avec la commission technique dans les prochains jours. Nous l'écoutons, il est interrogé par Maïmouna Ndiaye. La position de l'autorité est que c'est une disposition sur laquelle il va falloir beaucoup discuter et définir les modalités d'application. Parce que nous ne sommes pas sûrs qu'en adoptant une telle attitude, que demain, que le format de référence de 150 francs soit présent dans les étals ou dans les boulangeries. Si cette baguette-là, on doit imaginer pouvoir la mettre sur le marché, il va falloir que nous en déterminions les conditions et la faisabilité. Mais dans tous les cas, il va falloir que nécessairement qu'on considère que ce sera uniquement dans le cadre de l'élargissement de l'offre faite aux consommateurs à côté de la baguette de référence de 190 grammes. Pour cela, nous allons d'abord aller en commission technique restreinte avec les boulangeries. Et une fois que nous aurons trouvé la bonne formule, nous allons aller nécessairement vers le Conseil national ou les conseils régionaux de la consommation, parce que dans tous les cas, si on doit parler du prix ou du pain ou du poids du pain, il faut nécessairement aller vers la convocation du Conseil national de la consommation. Parlons à présent de la campagne de commercialisation de l'oignon local. Les producteurs de Potou sont dans le désarroi. Depuis le début de la commercialisation, le prix au kilogramme fixé à 250 francs par l'Agence de régulation des marchés ne peut pas être atteint. Alors que le marché est inondé d'oignons local, le prix ne dépasse même pas 125 francs au grand regret des producteurs. Tcharnofal. Le kilogramme de l'oignon local a été fixé il y a quelques semaines à 250 francs au niveau de la plateforme de Potou. Cependant, depuis le démarrage de la campagne de commercialisation, ce prix connaît une baisse qui inquiète les producteurs. Nous fixons aussi ici 250 francs par kilo, mais pour le moment, nous vendons ici à 125 francs, 125 francs. C'est grave parce qu'il y a beaucoup d'oignons. L'offre dépasse la demande, c'est ça le problème. Aujourd'hui, tous les marchés du pays sont inondés de produits selon les producteurs de Potou qui réclament des mesures de régulation. Si ça continue comme ça, cette année-là, tous les producteurs sont perdus. Si tu as perdu, tu ne payes pas son crédit. Nous demandons aussi le nouveau ministre du Commerce faire vite de donner des circulaires, toutes les gendarmeries, toutes les sous-préfets amener des circulaires pour calmer le marché. Mieux, les responsables de l'interprofession demandent le financement de la campagne de commercialisation de l'oignon au même titre que celle de l'arachide pour résoudre définitivement ce genre de problème. soo déggoo ñu ni soble tey ñu ngi commencé jënd Potou di ko jënd Mbumbaay état bi moo fa joxe nangam loolu dafa nekk politique yu état te mooy jàppale baadoole financement bi nga xam ne la ñoo jox waa gerte gi di leen subventionné yépp ñun loolu la ñu bëgg. Les producteurs étaient réunis au centre de groupage de Potou pour échanger sur les solutions à prendre pour faire face aux problèmes rencontrés dans la campagne de commercialisation de l'oignon local. Tchernofal, à Diourbel, les équidés sont sous la menace d'une maladie non encore déterminée. Et aujourd'hui, dans les régions centre du pays, le fléau se propage rapidement. Une maladie qui a fini de toucher un nombre impressionnant de sujets. Un reportage signé Babacar Diouf et Ndongo Ndiaye. Dans le seul département de Bambey, plus de 200 sujets ont été traités. 2 ânes en sont morts. Nous avons traité plus de 183 chevaux et plus de 123 ânes. Même si les spécialistes des animaux ne s'accordent pas sur une maladie connue, il n'en demeure pas moins que les signes cliniques font penser à la gourme. Parce que compte tenu de la maladie,
Alors, tous les professionnels s'accordent en tout cas pour penser qu'il s'agirait au départ, en tout cas il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un processus viral. Et par la suite, très probablement, il a été compliqué par des germes bactériens. C'est surtout des signes de gourme que nous notons. La gourme qui est une maladie des équidés. Une maladie dont les causes sont à chercher dans l'environnement immédiat des équidés. Vous vous souvenez, à la veille avant que cette maladie ne soit déclarée, la période qui précède, on a noté un refroidissement de l'ensemble, pratiquement sur l'ensemble du territoire national, qui était accompagné également par la suite de vent. Et vous savez que le vent, c'est aussi un vecteur de propagation des germes. Et donc, ce refroidissement-là, nous pensons que, en tout cas, il a été pour une bonne part, il y a une grande part de responsabilité en tant que facteur prédisposant. Au niveau du service départemental de l'élevage, le personnel est sur le qui-vive à travers des stratégies avancées dans les foyers identifiés. Je vous le disais en titre, la presse sénégalaise endeuillée ce mercredi par le rappel à Dieu du doyen Momar Seni Ndiaye, un journaliste chevronné qui a eu à diriger le service politique du journal Le Soleil, un quotidien qu'il a quitté en 2000 avant de déposer ses baluchons à la direction de la communication de la SONES, un homme d'une humilité exceptionnelle, très humble et disponible. Les témoignages sont unanimes. Fatou Bintou Konté. Le journaliste Momar Seni Ndiaye n'est plus. Il a tiré sa révérence ce mercredi à l'hôpital Aristide Le Dantec des suites d'un AVC avant-hier lundi avant d'être acheminé à l'hôpital où il a rendu l'âme. Il a dirigé le service politique du journal Le Soleil. L'astre de Anne qu'il a quitté en 2000, année où il a mis une parenthèse sur sa carrière de journaliste et prend la direction de la communication de SONES, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 2012. Il a eu à travailler au groupe Global Communication qu'il quitte après 7 mois d'existence en cédant à titre provisoire la direction de publication à Mamadou Omar Ndiaye. Momar Seni Ndiaye est formateur spécialisé en communication politique. Journaliste réputé absolument libre, liberté qu'il avait passée pour des raisons personnelles à décliner le prix du meilleur journaliste de presse. Cette même liberté de ton lui avait coûté un poste à Jeune Afrique. C'était en 1985. Depuis plus d'une année, il est chroniqueur politique à la chaîne de télévision Sen TV dans l'émission L'Essentiel. Sa dernière parution date de l'heure de la formation du nouveau gouvernement dimanche dernier. Âgé de 67 ans, la presse sénégalaise perd un homme humble, disponible, un esprit éclairé. La marginalisation fondée sur les origines sociales, toujours d'actualité au Sénégal, une forme de discrimination qui existe dans le milieu du travail où l'on dévalorise parfois certaines personnes considérées comme des parias. La société civile tient une rencontre de 3 jours pour mener des actions communes afin de lutter contre la discrimination basée sur le système des castes. Pour les citoyens rencontrés dans ce sujet, cette question devrait être dépassée par nos sociétés. Mohamedou Lamine Ndiaye. La discrimination fondée sur l'ascendant reste une réalité dans notre société, surtout concernant les castes. Elle constitue parfois un frein dans le milieu professionnel. Ça ne devrait pas exister dans un lieu de travail car là-bas on te parle de compétences. On ne doit pas sous-estimer la personne en prenant en compte les problèmes de caste. Les problèmes de caste ne devraient pas exister et interférer dans le travail. C'est très vaste. Ça existe même jusque dans le milieu du travail. Celui-là est un noble, celui-là ne l'est pas. Il y en a même qui refusent de partager le même lit que les castés. Selon nos interlocuteurs, la discrimination est apparente même jusque dans la camaraderie. J'ai vu même certains mettre un clou dans leur poche quand ils vont voir leur copine castée, juste parce qu'on leur a dit que s'ils ne le font pas, ça porte malheur. On est tous pareils aux yeux de Dieu, donc les problèmes de caste n'ont pas de sens dans un lieu de travail. Ce n'est même pas élégant. On se dit pays de la teranga, mais cette teranga n'est pas pour nous, mais pour les étrangers. C'est la porte qui est grandement ouverte pour eux. Cette marginalisation de certaines communautés est vécue par chaque génération à sa façon. Elle constitue le plus souvent un obstacle
au développement d'une société. Les adieux de Mohamedou Mokhtar Cissé à ses anciens collaborateurs se poursuivent. Exercice avec des recommandations pour les agents de la Sénélec de Joal. Le nouveau ministre de l'Énergie et du Pétrole leur a demandé d'éviter de couper les compteurs des clients durant le week-end. Dans la localité, pour rappel, 2000 familles démunies ont été branchées au réseau électrique de la Sénélec et ce, gratuitement. Mohamedou Mokhtar Cissé, que nous écoutons. Couper le compteur ou encaisser un client ne devrait pas entraîner des problèmes. Vu que c'est toi l'agent qui a le pouvoir, essaye de faire ton travail avec courtoisie et respect. En plus, comme j'ai l'habitude de le dire, il ne sert à rien de couper le compteur de quelqu'un durant les week-ends. Si tu n'arrives pas à faire ton travail du lundi au jeudi, donne la chance au client jusqu'à lundi pour qu'il paye sa facture. Peut-être même il avait oublié de payer. Premier gouvernement après le deuxième mandat du chef de l'État, l'Association des départements du Sénégal espère une bonne collaboration avec Oumar Gueye, leur nouveau ministre de tutelle. Ces élus locaux souhaitent accompagner le ministre des collectivités territoriales dans l'accomplissement de sa mission. Adama Diouf est le président de l'Association des départements du Sénégal. Il est interrogé par Thierry Bardiaye. Après le départ de Cheikh Bamba Dièye, il y a ensuite Aram Ndoye, Omar Youm, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Kane, aujourd'hui Omar Gueye. Mais je dois préciser qu'Omar Gueye n'est pas un terrain inconnu. Il a été ancien PCR de Sangalkam, il a été maire. Omar Gueye aussi était bureau de l'UAL en 2005. Donc il connaît bien les associations, il connaît bien les élus locaux. Nous estimons que la collaboration qui a déjà été entamée avec ses prédécesseurs, ce que nous demandons nous en tant que collectivité territoriale, en tant qu'élus, c'est d'être écoutés, d'être impliqués dans l'élaboration des politiques publiques, de tenir compte de nos contributions en termes de réflexion, parce que si nous sommes les acteurs territoriaux au premier chef, nous avons été élus pour promouvoir le développement dans nos communes et dans nos départements. En bref, sachez que le premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement s'est tenu ce mercredi. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, la photo officielle de l'attelage gouvernemental. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À présent, l'actualité sportive, c'est juste après ceci. Football, Coupe d'Afrique des Nations, les U17 en Tanzanie, édition 2019. L'équipe nationale cadette du Sénégal a reçu le drapeau national ce mercredi avant de s'envoler vers le pays hôte. Le rêve d'un sacre en Tanzanie est beaucoup revenu dans les discours au cours de la cérémonie de remise de drapeau. Cher Sadi Boudjara, Amadouba. À 5 jours de leur entrée en lice à la Coupe d'Afrique des Nations U17 Tanzanie 2019, les Lionceaux sont galvanisés en recevant le drapeau national. Ils sont exhortés à aller au bout de leurs efforts pour offrir au Sénégal son premier trophée continental en football. Comprenez dès à présent que votre séjour en Tanzanie ne sera pas une partie de plaisir, car vous avez la lourde responsabilité de représenter la nation sénégalaise qui a placé tout son espoir sur vos épaules. C'est pourquoi, Monsieur le ministre des Sports, vous invite à faire preuve de responsabilité et de combativité, car au niveau où nous en sommes, seule la victoire compte, une victoire devenue obsessionnelle et derrière laquelle nous courons maintenant depuis plusieurs décennies. Un message qui passe bien dans la tanière. Les cadets sont déterminés à marquer l'histoire. On est prêt. On va attendre une compétition difficile comme toutes les compétitions. Aucune compétition n'est facile, mais on a bien travaillé depuis un an quand même. On a fait des tournois, on a remporté les tournois qu'on a fait. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être parfait et tout doit être facile. On sait ce qui nous attend parce qu'on sait qu'on est bien préparé, les autres qui nous préparent. En tout cas, nous, on est bien prêts pour faire quelque chose sur ce tournoi. Auteurs de bonnes performances durant leur parcours avant la CAN, les Lionceaux portent beaucoup d'espoir. Vous avez vu l'équipe jouer, c'est une équipe très technique, hein, très joueuse également aussi. Mais il est clair qu'en compétition de jeunes, on ne peut pas effectivement être catégorique, hein, parce qu'il y a beaucoup de contraintes effectivement qui peuvent survenir et sur lesquelles effectivement il ne faudrait pas trop négliger. Mais je pense que ce qui est important pour nous en tout cas, c'est une bonne participation d'abord.
Parce que quand même, figurez-vous que c'est la deuxième participation de l'équipe du Sénégal dans cette compétition-là. Le bus de l'équipe nationale U17 s'est élancé vers l'aéroport à l'issue de la cérémonie de remise du drapeau national. La bande à Malick Daf rejoint la Tanzanie ce mercredi. Et sa première rencontre, c'est face au Maroc le 15 avril prochain. Coupe d'Afrique toujours, mais cette fois-ci chez les seniors, placés dans le pot 1 en compagnie de l'Égypte, du Ghana, de la Tunisie, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Le Sénégal va connaître ses adversaires de groupe ce vendredi. Pour le directeur technique Mayacine Mar, la composition de groupe importe peu quand on sait les grandes ambitions des Lions en Égypte 2019. Mayacine Mar que nous écoutons. Il n'y a pas de poule facile, hein, il est clair, parce que si on considère que toutes les équipes sont qualifiées après, n'est-ce pas, de rudes épreuves, n'est-ce pas, de qualification, donc ce sont les équipes qui sont arrivées effectivement, qui sont les meilleures. Et aujourd'hui, mais être parmi une poule, c'est sûr que tu seras toujours avec des meilleurs. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons nous considérer en tout cas d'avoir une poule dans laquelle nous devons nous estimer en tout cas faire ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Montrer que nous sommes une bonne équipe, montrer qu'on a des ambitions, montrer également aussi qu'on va aller loin et s'imposer. Je pense qu'il n'y a que ça. Je pense qu'aujourd'hui, sous considération de la poule, tout à fait, on le saura le 12, mais je pense qu'on n'a pas d'appréhension par rapport à ça. Si vraiment nous voulons vraiment faire de bons résultats, si nous voulons aller beaucoup plus loin, je pense qu'on n'a pas d'appréhension à nous être dans une poule, dans une autre, quoi. En bref, la participation de Cheikh Ndoye à la CAN 2019 est de plus en plus compromise. Blessé lors du match amical Sénégal-Mali, le milieu de terrain international sénégalais souffre d'une rupture des ligaments croisés selon le journal Ouest France. Si cela se confirme, le Lion de 33 ans sera loin des pelouses pendant plusieurs mois et manquera sans doute la compétition majeure africaine en Égypte. Ce sera du 21 juin au 19 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir.